Bonsoir YouTube et bonsoir Twitchos, bonsoir Ternet. Et nous voilà lancés dans cette soirée, dans cette vidéo, dans laquelle nous allons parler du jeu de société. Est-il devenu trop tendance, trop à la mode? Ce qui est un peu une question à laquelle je suis venu dernièrement, après plusieurs articles, après plusieurs moments de réflexion sur ces derniers mois. Alors même que c'est quelque chose que, je pense, on a tous et toutes œuvré pour ça, ou en tout cas on a eu envie que ça devienne quelque chose de populaire, que le jeu de société sorte de sa niche dans laquelle il était un peu, sa niche de passionné, etc. Bon, on va pas revenir sur l'historique, hein. Il y a eu le boom, le Covid, des années de travail de plusieurs grands éditeurs, dont la dernière. Justement, il n'y a pas longtemps, j'ai fait l'interview de Benoît Forger, donc le responsable de Spaceco, spécialiste chez Asmodée des versions kids, des jeux pour enfants de 4 à 7 ans, dans lesquels justement il rappelle que Asmodée a fait en sorte aussi de tisser tout un réseau et de faire en sorte que le jeu de société, en tout cas il a participé, on parlera aussi de Trick Track, a participé à faire ce que le jeu de société est aujourd'hui. Après, il y a plein d'acteurs, etc., plein de choses qui se sont mis en place. Il y a eu l'effet Covid, avec cette espèce d'accélérateur, je dirais. Beaucoup parlent de boom, mais en réalité, ça a été juste... les braises étaient chaudes, et ça n'a fait qu'allumer le feu, pour reprendre un grand penseur. Et on arrive, je pense, à un moment, alors j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait une vidéo sur la grande bascule du jeu de société qui était en train de se faire, la deuxième bascule, qu'on est en train de voir les effets dans ce que je disais, c'est-à-dire un recul du marché, ou plutôt une restabilisation. Je le vois avec, par exemple, les livres, le marché du livre sur 2024, donc c'est le syndicat national du livre, si je ne dis pas de bêtises, ou des éditeurs de livres, qui a donné les chiffres, et on a une stabilisation du marché, un recul en nombre de nouveautés sorties sur l'année, alors qu'on était justement, avec le Covid et en post-Covid, exactement dans la même dynamique que le jeu de société, avec plein de sorties à foison, inondation du marché. Et là, ils ont déjà un peu cet effet, cette rétractation qui a eu lieu l'année dernière, une rétractation que, pour ma part, je pense que certains commencent à en parler et à en voir les effets maintenant visuels, mais pour lequel nous ici on en parle depuis un moment en disant que il était déjà là en fait, comme tous les autres marchés, comme tous les autres secteurs liés aux crises géopolitiques, aux inflations, etc. Il était déjà là, mais il était caché. Pour moi, c'est vraiment le marché des cartes de jeu, des cartes à collectionner, qui a un peu boosté et caché le fait que le jeu de plateau était en train de se stabiliser. Et je pense que là, ça va se voir avec le moins de nouveautés, en tout cas un resserrement au niveau des choix, des jeux qui vont arriver, etc. Donc tout ça un peu, c'est ce qu'on a voulu, que le jeu de société on ne soit plus tabou, ne soit plus cantonné aux jeux pour enfants, que ce soit... normal, puisque l'être humain joue depuis les débuts de l'humanité, et en tout cas aussi loin qu'on ait pu remonter dans les fouilles archéologiques, on trouve des traces de jeux de société, de jouets, jusqu'à ce qu'on ait pu déterminer que ça en était. Et donc ça fait partie de l'histoire de l'humain et de plein d'animaux. On sait qu'il y a plein d'animaux qui jouent. Donc ça fait partie aussi de, au-delà de la culture, intrinsèquement de ce qu'on est. En tant qu'animaux sociaux notamment, dans notre formation, dans notre rapport au corps, dans notre apprentissage de qui on est, de notre être, de notre réflexion, de notre tout ça, ça en fait partie. Là, on est dans une version aujourd'hui qui est plutôt dans une version de loisir capitaliste, donc avec tout ce que ça incorpore de positif et de négatif, et surtout de négatif, mais aussi de positif, puisque c'est de la croissance, donc ça a permis à des acteurs de se développer, à tous les acteurs, des petits, des moyens et des grands,
de se développer, donc de créer un tissu. Et on a la chance en France, et surtout, alors là je vais parler plus pour moi, à Toulouse, on a la chance d'avoir un vrai tissu ludique. On a eu la chance aussi avec un des revers de la médaille du Covid, le fait que les médias généralistes ont aussi fait une démarche, un apprentissage au sujet du jeu de société, et d'un côté parce que ils se sont retrouvés comme tout le monde, enfermés à la maison, et donc eux aussi ont été dans le boom, le fameux boom, en tout cas au milieu des braises du jeu de société, ils se sont retrouvés à redécouvrir ce loisir-là, découvrir aussi que il était, en tout cas ça a dû casser des barrières ou l'image qu'ils avaient, ou que se faisaient certains et certaines du jeu de société. Donc, ces gens-là étant dans des médias, ça leur donne des sujets, ça leur donne une vision différente, et donc ça devient des sujets avec des angles intéressants, et on a moins vu le sempiternel Monopoly, on a moins vu, même si chaque année on aura quand même les marronniers, moins vu les listes de Noël, etc., etc. On a vu des sujets maintenant tout au long de l'année, parfois avec des angles, soit de la proposition de loisirs, donc tel jeu pour jouer, mais comme on le fait pour d'autres loisirs culturels, comme les sorties ciné, un nouvel album, de la BD, des sorties au théâtre, etc. Donc le jeu est rentré dans ce cadre-là, et ça c'est bien, même si ça n'est pas revendiqué tel quel. On peut noter que les chroniqueurs, celles et ceux qui font des chroniques culturelles dans les différents médias, à la télé ou à la radio, ont mis le jeu au même titre, au même plan, sur le même plan d'égalité que d'autres loisirs culturels. Donc on peut noter que c'est une belle avancée. On a eu aussi des émissions, des sujets sur le jeu de société, soit côté financier, mais aussi côté, on va dire, des thèmes, de l'écologie, de l'environnement, de la place du loisir, etc., etc. Donc il y a eu aussi un peu plus de sujets très intéressants. On voit que les médias qui ne sont disponibles que sur Internet et donc sur YouTube ou TikTok et Instagram, comme Brut, comme Combini, comme tout ça, peu importe ce qu'on pense de la qualité de tous ces médias, ils se sont mis aussi à fond dans les jeux de société, et régulièrement, ils racontent, il n'y a pas longtemps, sur le Discord de Punchboard, j'ai partagé, alors sur le Discord, vous avez un endroit où je partage des vidéos qui sont intéressantes, ou qui me semblent intéressantes, qui parlent de jeux de société, plus ou moins. J'ai partagé il n'y a pas longtemps, par exemple, comment quelqu'un qui faisait des vidéos de stratégie pour gagner au Skyjo, et l'autre jeu, c'était pour gagner à quel autre jeu? J'ai oublié quel autre jeu aussi, pareil, dans ces jeux très populaires. Donc voilà, je partage ce genre de vidéo, et là, c'était Les Échos, qui se faisait une vidéo sur Asmodée, justement, et qui interviewait le trop rare Marc Nunes, donc une vidéo très intéressante. Donc voilà, on partage ce genre de choses, et on retrouve, donc voilà, des angles, vraiment maintenant on couvre un peu tout. On avait fait une vidéo qui est disponible sur la chaîne aussi, dans laquelle on parlait de pourquoi les jeux télévisés et pourquoi il y avait un tel engouement autour des jeux de plateau adaptés en jeux télévisés, notamment où on avait sorti, on avait essayé d'analyser le secteur des jeux de société et des jeux télévisés, qui est un secteur dans le marché télé qui cartonne aussi. Donc on avait analysé ça, et on pourrait continuer parce qu'il y a des annonces régulières de nouvelles adaptations, de nouvelles choses qui arrivent. Dans les toutes dernières, je crois que c'est le Monopoly qui arrive en version télé. Donc voilà, il y a des choses, alors des jeux qui ont déjà été adaptés, d'autres qui sont de nouveau adaptés. En tout cas, les marques, pas les marques Nunes pour le coup, mais les marques, les licences, on va dire, de jeux populaires entrent à la télé aussi, parce que c'est un peu le marché inverse de ce qui se faisait avant, c'est-à-dire qu'on avait un jeu populaire et on en faisait une version jeu de plateau. Maintenant, c'est l'inverse. Et voilà, donc le jeu est un peu partout. Et puis, on a déjà abordé ce sujet, mais je trouve qu'il est intéressant aussi, c'est quand on arrive à un certain niveau d'imprégnation dans la population, il commence à y avoir des dérives, il commence à y avoir
des choses qui se passent moins bien. Et là, l'idée, ça va pas être de dire, et je le répéterai peut-être plusieurs fois dans la vidéo, mais de dire attention, c'était mieux avant, parce que c'est pas du tout le propos, mais plutôt de se dire est-ce qu'on peut se questionner avant justement que ça ne devienne un c'était mieux avant. Et j'ai noté plusieurs points. Mais ce qu'on a vu arriver, donc, c'est tout, notamment avec l'angle des jeux de cartes à collectionner, l'engouement qu'il y a autour de ça, le fait que c'est devenu un jeu d'argent, même si c'est pas assumé comme tel, et que ça utilise des dark patterns ou des biais extrêmement néfastes, et qu'on voit que ça commence à dériver du mauvais côté de la barrière. On a vu donc ça arriver. D'un côté, il y a eu un engouement, une création, ça a créé des nouveaux métiers, des nouvelles choses, des nouvelles manières de gérer, mais c'est devenu aussi, comme toujours, un peu la folie dès qu'il y a de l'argent ou dès qu'on sent qu'il y a de l'argent à se faire, qu'il y a un engouement public, eh ben, il y a aussi des gens un peu moins bien intentionnés ou des gens qui sont juste là parce qu'ils sentent qu'il y a du business. Et pareil du côté des éditeurs de jeux ou des auteurs de jeux, hein, il y a des gens qui sont juste là par opportunisme, etc. Hein. Même si une bonne partie ne résiste pas au marché, parce qu'il faut quand même un certain savoir-faire pour faire des jeux, en tout cas des bons jeux, des jeux qui tiennent la durée, qui s'imposent. Puis ça demande beaucoup d'investissement, je ne parle pas d'argent là pour le coup, mais d'investissement personnel, etc. Mais on a vu sur notamment le marché des jeux de cartes à collectionner extrêmement les informations, les news, les médias se sont mis à ne parler quasiment plus que soit de la valeur marchande des jeux de cartes à collectionner, soit des cartes très chères, des enchères très chères, etc. Ce qui était, il y a quelques années encore, quelque chose un peu montré du doigt, un peu comme un truc un peu fou, un peu farfelu, est aujourd'hui devenu quasiment, je dirais pas quotidien, mais on va dire hebdomadaire. Et notamment tout ce qui est lié agression, arnaque, etc. Tout le côté négatif de la petite criminalité, j'ai envie de dire, et même du grand banditisme pour certains. Là, j'ai encore vu la vidéo d'un YouTuber qui est spécialisé en jeux de cartes à collectionner, qui fait des ouvertures et qui aussi vend sur les salons, qui racontait sur un dernier salon, là, il y a eu quelques jours, où il s'est fait voler des classeurs, 5000 € par classeur, voilà, deux classeurs à 5000 €, volés comme ça sur les stands, un peu comme les Toulouse Game Show, les Japan Expo, les choses comme ça. Ce qui me fait d'ailleurs penser que l'année où j'avais donné un coup de main au passe-temps, on avait été au Toulouse Game Show, je crois que c'est la seule année où le passe-temps avait un stand au Toulouse Game Show, qui est donc une sorte de Japan Expo, hein, c'est ceux qui connaissent pas. On avait un stand, je crois qu'il y avait, peut-être je dirais une bêtise, donc je ne sais pas, il faudrait peut-être vérifier auprès du passe-temps, mais je crois qu'il y avait une espèce d'accord ou de partenariat avec Asmodée pour y être. Et on s'était fait piquer quelques jeux aussi autour de la table, alors qu'on était deux, etc. quoi. Donc voilà, donc on a ce côté-là, mais qui était plutôt côté jeu de cartes à collectionner, qui est, pour moi, les jeux de société, c'est l'ensemble de toutes les gammes, un peu comme le secteur, on va dire, le secteur, c'est le jouet, et dans le jouet, il y a les peluches, il y a les jouets premier âge, les poupées, comment ils appellent ça, les jeux... Ah, j'ai oublié les termes. Et puis, il y a les jeux de société, il y a les puzzles. Merci à la fielleuse Natou pour son Prime, pour son 8e mois d'affilée. Merci Natou, merci beaucoup. C'est grâce à toi qu'on peut fieler. Peut-être qu'à un moment on fiellera d'ailleurs. Donc oui, on a les cartes à collectionner, donc qui sont pour moi considérées dans le jeu de société, mais je le mettrais un peu à part, quoi. Je dirais qu'il y a le jeu de plateau et le jeu de cartes à collectionner. Donc ce qui se passait un peu dans le jeu de cartes à collectionner. Et salut, je vois vos mots, Greg.
mais pas toujours, faut que je regarde. Euh, donc, cette distinction-là. Et puis, commence à arriver un phénomène dont on a déjà un peu parlé sur cette chaîne, qui est pas lié au jeu de plateau, mais est lié à tous les secteurs de l'économie, euh, que je pourrais appeler le surtourisme. Mais en fait, on l'a vu, hein, tout est, il y a trop de choix partout et trop de gens partout qui consomment, qui pratiquent, qui font des choses, et on est dans une espèce de trop, quoi. Et donc, le jeu de plateau a commencé à lui aussi être soumis aux mêmes affres que le reste. C'est-à-dire, bah, d'un côté, les arnaques qu'on a vu passer de plus en plus sur les réseaux sociaux, donc ces fameuses fausses boutiques qui tentent de récupérer de l'argent, c'est-à-dire vous achetez quelque chose mais vous ne serez jamais livré, etc. On a vu aussi ces arnaqueurs dans les jeux d'occasion, c'est-à-dire ces gens qui soit achètent euh, des jeux à pas cher, contrefaits sur des sites chinois, etc., et qui les revendent à plein pot sur les sites d'occasion, les Vinted, Le Bon Coin, Ocaseo, même si je crois qu'Ocaseo essaye, s'il y a des signalements, de traiter le sujet. Mais donc on a vu de plus en plus arriver les mauvais comportements, les opportunistes, etc. Ce qui est tout à fait logique, et comme le disait Benoît Forger dans son interview, en réalité, le jeu de société, il est composé d'humains, et donc forcément, il n'y a aucune raison que le comportement qu'il y a en dehors du jeu de société, dans la société au sens large, ne se retrouve pas aussi dans le monde du jeu de société. Et donc, j'en arrive à ma démonstration, vous inquiétez pas, hein, vous savez ici, nous sommes dans des tunnels de contextualisation, parce que je trouve que c'est toujours important d'avoir un suivi, un peu un cheminement intellectuel pour sa démonstration et pour arriver à sa question. Et il y a notamment deux sujets que j'ai vraiment envie d'aborder. Du coup, pour être moins dans le négatif tout de suite, je pense qu'on va commencer par un premier sujet un peu plus léger, mais donc qui fait suite à ça, qui est une question que je me suis posée. Hop, je vais vous montrer ça. Il y a eu un article dans Libération. Hop, est-ce que je serai au bon endroit? Alors, est-ce que on va essayer d'avoir un truc un peu plus propre à vous montrer? Il y a eu un petit billet qui a été fait. Donc c'est un article réservé aux abonnés, mais je vais m'en servir comme départ pour discuter, qui est pourquoi n'y a-t-il plus de jazz dans les festivals de jazz? Et alors l'article est très très intéressant. Il parle de loyauté, et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment bien parce que ça m'a fait écho à des réflexions qu'on a déjà eues ici sur des festivals de jeux. Et je me suis dit, tiens, effectivement, cet angle-là, on va essayer de voir. Ce qu'ils expliquent, c'est que tous ces festivals, du fait d'une fréquentation de plus en plus importante, donc d'avoir de plus en plus de gens qui viennent, etc., donc d'avoir un public plus large, plus... c'est pas mainstream, hein, le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu plus grand public, ça a laissé de plus en plus de place à des invités, sur scène, à des scènes, à de la pop, de la variété, etc. Ce qui est logique, plus tu ouvres ton espace à la culture, plus tu veux faire venir de gens, plus il y a de gens qui viennent, et plus il faut les satisfaire, et donc pour les satisfaire, tu offres aussi ce qui plaît, ce qui est pas incohérent, quoi. Sauf que, du coup, qu'est-ce qui rapporte le moins, ou qu'est-ce qui attire le moins? C'est ce qui était le moteur au début. En l'occurrence, actuellement, le jazz. Effectivement, c'est pas une musique populaire, dans le sens, c'est plutôt une musique de niche. Et je me suis dit, est-ce que le gros jeu, le fameux jeu dit expert, est-ce que ce serait pas le jeu expert is the new jazz? Si vous voyez où je veux en venir. C'est-à-dire que
au début, qu'est-ce qui a quand même fait le début des festivals? C'était beaucoup les gros jeux, en fait. Euh, Parce que c'était un peu... alors, je n'irai pas jusqu'à dire ce qui dominait le marché, mais il y en avait beaucoup plus. Le core gaming, ou les core gamers, je ne sais pas comment dire, les passionnés, on va les appeler comme ça, étaient surtout des joueurs majoritairement, on va dire, un peu de jeux de gestion. En tout cas, c'était un genre de jeu qui était très intéressant et très pratiqué. Donc c'était eux qui faisaient, je dis eux, mais je me mets dedans, hein, qui faisaient un peu tourner tout ça, aussi bien au niveau de créer les festivals, parce que bah, si on prend l'alchimie, etc., on voit qu'il y a une histoire. Par exemple, l'alchimie, c'est un festival notamment, si on reprend au début, mais qui est un festival qui est destiné aux joueurs et aux joueuses. Donc il y a vraiment un prisme qui fait que quand on y vient, il y a plein de tables, on peut beaucoup jouer, etc. Et il y a d'autres festivals qui ont d'autres différentes manières, mais la majorité des festivals se sont formés avec cette idée de jouer, de se rassembler, de partager la passion. Et il faut dire qu'à cette époque-là, je vous parle il y a une quinzaine d'années, vingtaine d'années, bah, c'était surtout des assos, des passionnés, donc forcément du jeu de gestion, en tout cas ce genre de jeu-là. Ce qu'on appelait à l'époque des jeux de gestion, mais dedans il y a du Caylus, il y a les Aventuriera, il y a Catan, il y a tout ça. Hein. Il y avait aussi du jeu un peu plus grand public, mais il y avait Agricola, même si Agricola a trouvé son chemin vers un plus grand public, un plus large public, ça reste de fait un jeu quand même assez... un jeu de gestion assez... comment dire, pas aussi facile d'accès qu'il n'en a l'air. Alors si on enlève les cartes, oui, il devient beaucoup plus accessible, mais si on y met les cartes, etc., ça devient assez beaucoup d'informations, beaucoup de choses, etc. Donc voilà, on a vu ça, et puis ce qu'on a vu petit à petit arriver, sans s'en rendre compte, et je me faisais le parallèle avec les festivals, c'est la dernière fois quand on parlait de l'alchimie, je me suis rappelé qu'en vidéo, je vous avais dit, quand j'ai joué au jeu oh, je vais perdre tous mes mots ce soir, ça y est. De Éric Jumel. Donc c'était les archéologues, machin of Archaeologia, là. Enfin voilà, quand on avait joué à ce jeu, je vous avais dit, j'avais joué avec Geeklet, et on devait faire qu'une heure de partie. Et en fait, on a eu de la chance, parce qu'on s'est retrouvé au moment de la pause repas, et que du coup, comme on a gardé la table pendant que Éric Jumel allait prendre son repas, bah, on a fait une partie en entier. Et je me suis fait cette réflexion, de me dire, mais oui, j'avais dit, j'ai eu de la chance. Et c'est à ce moment-là où j'ai percuté, en lisant cet article, je me suis dit, mais en fait, ouais, est-ce qu'on n'a pas un peu perdu quelque chose? C'est-à-dire que quand j'étais à Cannes avec l'UDEMA, au Festival des Jeux de Cannes, il y a 7 ans, je dirais, 2018, ou 2019, mais 2018, je crois, je me souviens que on avait fait, il suffirait d'aller revoir les vidéos de l'époque, nos retours de Cannes, mais il me semble qu'on avait, avec notamment l'ami Youn, mais il y avait aussi, je crois, Atom, donc, de chez, pas les opticiens, mais de chez Ludovox et sa compagne. On avait fait quelques jeux à 4, notamment. On avait fait que des jeux de gestion et des jeux, je me rappelle, il y avait Spirit Island, qui était en présentation. On avait joué au jeu de pas Solenia, mais la version complète, on va dire. Enfin, l'autre jeu. Je perds tous mes mots, c'est terrible. En fin d'après-midi. Oui, bon. Si on va voir le résumé qu'on avait fait, on faisait un jeu le matin en arrivant. On faisait environ, la partie, c'était toujours 2h30, 3h. On faisait la pause repas, on revenait, on faisait un jeu. Et sur les 3 jours ou 4 jours du festival, en gros, on avait fait voilà, entre
6 et 8-9 jeux, parce qu'on avait fait quand même quelques petits jeux, quoi. Et on faisait les jeux en entier. Et je me souviens qu'on rigolait un peu, on se moquait un peu de quelques personnes qui attendaient sur le côté, qui râlaient, et de notamment quelqu'un qui était un peu, pas énervé, mais un petit peu quand même, qui attendait depuis un moment, et qui à un moment s'était penché vers nous et avait dit mais vous allez vraiment le finir, la partie? Et que nous, on était là pour jouer. Parce qu'en fait, on joue en festival. Enfin, moi, j'ai toujours pensé que c'est ça, jouer. Euh, et maintenant, et une fois de plus, je préfère le dire tout de suite, euh, je suis autant critique si on ne pourrait pas jouer. Hein. Je ne suis pas en train de dire il faut revenir à une période où il faut jouer, mais je me suis dit, est-ce qu'on n'a pas perdu ça? C'est-à-dire que faire un début de partie, pour moi, c'est pas jouer. Pour moi, c'est essayer un produit. Et on a basculé. Alors j'entends que il y a une problématique pour les auteurs, pour les éditeurs, face à des demandes de plus en plus importantes, parce qu'effectivement, quand l'alchimie des jeux fait 25 000 personnes sur 3 jours, oui, il y a des demandes et des gens qui veulent jouer. Donc forcément, se retrouver devant une table pour laquelle il y aura peut-être que sur 3 jours 9 parties, ça peut être compliqué d'avoir une place. Effectivement, 9 fois 4, faites le calcul. Je dis pas que les 25 000 ont envie d'y jouer, ou quoi, c'est pas ça que je dis. Mais il y a sûrement un pourcentage très élevé de gens qui seront déçus, impatients, frustrés, etc. Et je me mets dedans, hein. Je juge pas les autres, hein. Je serais la critique pareil si je n'avais pas pu y jouer à cause de ça. Même s'il y a d'autres jeux auxquels j'ai pas pu jouer, parce qu'il n'y a jamais eu de place disponible au moment où moi je l'étais. Parce qu'il y a ça aussi, il faut une concordance des choses. Mais je me suis demandé ça. Est-ce que c'est une vraie solution trouvée, un compromis trouvé par certains éditeurs ou auteurs pour calmer les impatients, les frustrés, etc. Légitime, je le répète. Ou est-ce que c'est juste assumer que de toute façon on n'est pas là pour faire jouer le jeu, on est là pour qu'il soit vu, pour qu'il soit voir, essayé, et donc qu'il soit qu'on puisse en faire l'article et aller l'acheter, puisque c'est un peu ça en fait. Mais du coup, ça veut dire qu'on a perdu le côté culturel, on a perdu le côté passion du jeu de société, c'est-à-dire on vient pour jouer dans un festival. Je mets de côté un salon pro, hein, évidemment. Quand j'ai fait la journée pro avec Pixie, par exemple, il y avait des gros jeux de très longue durée qui étaient en présentation, mais qu'on ne pouvait pas jouer. Ce qui était logique, puisque c'est une journée pour présenter les jeux. Alors on a pu jouer à certains jeux, mais les très gros, enfin les très longues parties, non, parce que le but, c'est quand même que les boutiques puissent, et quelques médias auxquels on était conviés, c'est pour se faire une idée du jeu, voir ce qui va arriver, etc. On nous a expliqué, mais il y avait beaucoup plus de détails sur le produit, c'est-à-dire le prix, la disponibilité, etc. Dont moi, à titre perso, voilà, nous on vous dit jamais vraiment les prix, les choses, sauf quand c'est un peu, ça sort de l'ordinaire, mais c'est pas comme c'est pas notre angle d'approche. Nous, on se place en tant que l'objet jeu, enfin l'objet ludique, on va dire plutôt, et pas du produit jeu. Mais donc voilà, je me suis dit, alors j'entends bien l'idée que le festival, le jeu de société, il doit être accessible à tous, au plus grand nombre. Et donc forcément, les festivals gratuits, comme l'Alchimie, mais comme d'autres, hein, il y en a plein d'autres en France, c'est numéro un, c'est ça. La gratuité, c'est ce qui permet de faire venir tout le monde, sans exception. Et ça, j'espère que ça va se perdurer le plus longtemps possible. Parce qu'il n'y a rien de pire que de faire un tri par l'argent, ce que d'autres loisirs culturels ont déjà pris le pari de faire pour des raisons de survie, hein, attention, hein, pas pour des raisons autres, mais juste parce que il faut quand même gagner de l'argent pour continuer son activité. Et donc on sait que des concerts, notamment des gros concerts maintenant, c'est hors de prix. Moi je vois qui aiment bien les humoristes, s'ils passent plus dans les petites salles où j'avais l'habitude d'aller, et où avant ils passaient, dès qu'ils ont trop de notoriété, ils viennent plus là. Et donc on passe de prix qui double quasiment, qui double ou qui triple. Donc salut Dan B.
Donc, il y a donc ce critère de la sélection, il passe par le prix d'entrée, l'accessibilité. Il va passer aussi par effectivement les jeux que tu proposes, les activités. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la majorité, je pense, en tout cas, beaucoup de festivals et beaucoup des festivals qui ont grossi, mais je pense que ça s'est généralisé hein, sur tout le territoire, même sur les petits festivals, entre guillemets. Maintenant, un petit festival, c'est plusieurs centaines de personnes, quoi. Voire, je vois des festivals autour de Toulouse qui avant faisaient 100 personnes et c'était sur une journée. Maintenant, font le week-end et font 1 millier de personnes. Donc, ce qui est énorme par rapport même à la population du coin. Donc, évidemment, ça peut amener d'autres problématiques. Mais donc, la gratuité, donc plus de gens égale, et on en revient à notre fameux jazz dans les festivals de jazz, eh ben, il faut des jeux beaucoup plus accessibles aussi. Accessibles en durée d'explication, en règles, parce que ben, il faut que les gens puissent assimiler aussi. On est au-delà du fait, je parle pas là de compétences, mais aussi de l'endroit où on se trouve. Un festival, souvent, ça va être bruyant, ça va être, parfois c'est dans des lieux exotiques et magnifiques. Il y a plein d'endroits en France où c'est génial, mais parfois c'est un grand hall. Voilà. Donc, il faut aussi, ben voilà, on peut pas se taper toutes les règles dans la même manière si on n'y est pas habitué. Il faut finalement aussi que ce soit accessible en termes de temps, parce que ben, quand on vient en famille, notamment avec des enfants, mais même des adolescents, on peut pas passer forcément, sauf je mets de côté les familles de passionnés, parce que il y a une habitude, il y a une culture ludique qui fait que euh, passer du temps, des gros jeux, etc., c'est une habitude, mais pour d'autres familles qui sont juste là en termes de c'est un loisir comme un autre, et c'est cool, on va jouer, on va jouer à découvrir des choses qu'on ne connaît pas, on peut pas les mettre devant des jeux de plusieurs heures. Donc il faut des choses un peu rapides, des choses un peu immédiates, etc. Donc et puis des choses un peu populaires aussi. Donc c'est logique qu'il y ait cette part-là dans les festivals et que cette part-là prenne de la place. Je suis pas en train de dire qu'il faudrait pas. Mais ce qui est dommage, c'est que on en vient finalement à ce qu'il n'y ait plus de jazz, et donc à ce qui est de moins en moins ces fameux jeux de gestion, ces fameux espaces où on peut prendre le temps. Je ne dis pas que j'ai la solution, parce que j'ai conscience que une table qui va être occupée tout le temps du festival, mais sur laquelle il n'y aura eu que 9 personnes sur tout un week-end, 9 ou 18 personnes, voilà. Est-ce que c'est bien ou pas de se dire ça quand on a un espace contraint? Et c'est là qu'on en arrive à est-ce que c'est pas trop à la mode? euh, Est-ce qu'on n'en arrive pas à la saturation, au fameux surtourisme dont je parlais tout à l'heure? Bah, c'est peut-être ça, c'est-à-dire à quel moment il y a déjà des jauges qui sont mis en place, alors qui ont été mis en place pour des raisons de sécurité, parfois, parce qu'il fallait mettre des jauges de sécurité, évidemment, qui vont être atteintes ou qui sont déjà atteintes dans certains lieux parce que ben on peut pas pousser les murs non plus, même si on peut trouver des solutions. Tous les endroits, toutes les villes, tous les lieux ne sont pas à même de pouvoir accueillir, absorber le surtourisme. Et ça me fait penser qu'il y a plein d'endroits dans le monde où on commence à combattre le surtourisme, c'est-à-dire les locaux. Quand je dis combattre, c'est pas des mots péjoratifs, hein, c'est combattre physiquement, soit par la manifestation, mais aussi par des agressions, par des comment on appelle ça, des dégradations, etc. J'ai même vu, alors je crois que c'est en Angleterre, si je dis pas, les fameuses rues avec toutes les maisons de différentes couleurs. J'ai oublié, je crois que j'ai l'article, hein, je vais essayer de vous le retrouver. Euh, et en fait, à cause du tourisme, du surtourisme notamment, c'est pas à cause du tourisme, mais du surtourisme, bah, que les gens venaient photographier cette fameuse rue avec toutes ces maisons colorées, bah, les gens à contre-cœur se sont mis à les peindre en noir. Voilà. Pour dire, bah, comme ça, les gens viendront plus prendre en photo, puisqu'il n'y a plus rien à prendre en photo.
Et moi, ma question, c'est ça, c'est... Alors très certainement que les festivals y ont déjà pensé ou sont déjà en train d'y penser, mais est-ce que nous, on ne devrait pas aussi réfléchir à ça? À comment on va faire parce que on va pas pouvoir absorber tout ça. Est-ce que, bonsoir tonton, est-ce qu'il va falloir vraiment abandonner une partie des passionnés du loisir, c'est-à-dire les festivals, ce ne sera plus que pour des jeux rapides, pour des jeux d'une durée inférieure ou égale à 1 heure et demie, et puis certains jeux de gestion, certaines choses vont être mis de côté. Est-ce qu'on continuera à les laisser là quand même, mais uniquement parce qu'ils sont payés par des éditeurs et que du coup, comme c'est payé, il faut que ce soit rentable, et pour que ce soit rentable, on veut pas que vous jouiez, on veut juste que vous goûtez le produit. Et est-ce que les gros jeux, euh, les jeux de gestion, vont-ils devenir en gros des rondelles de sauciflard de supermarché? Vous savez, quand vous passez dans les rayons et pardon, excusez-moi pour la sifflette, mais et venez goûter mon bon sauciflard et puis vous irez l'acheter, ensuite. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est alors, le sauciflard ou le concombre, hein, attention. Mais ce qu'on veut, nous, en festival, en tant que joueurs et joueuses, et une fois de plus, même quand je vais en tant que média, je reste, je l'ai toujours dit, moi, mon prisme, c'est un jeu, donc je suis joueur et joueuse. Quand je vais au cinéma, je suis un spectateur. Même si je vais prendre des notes après le film, si j'ai envie d'en faire une critique ou d'en parler, ou de revenir le voir pour prendre des notes, ma première impression est toujours, non, je suis comme tout le monde, parce que le film a été pensé pour ça, quoi. Y a tonton qui nous dit sur les propositions de voyage et les guides touristiques disparaissent aussi progressivement des sites classés ou admirables pour éviter le surtourisme. Exactement. Or nous, dans ce qui nous concerne, si on voudrait supprimer le surtourisme festivalier, on pourrait supprimer les petits jeux, quoi. Mais c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de se dire comment on peut continuer à rester dans le loisir et dans le plaisir pour tous. On parlait d'accessibilité. Pour moi, si ça devient inaccessible à une partie des gens, c'est déjà plus... on perd un peu l'idée qui était de le rendre de plus en plus accessible au final. J'aime bien cette idée aussi de moins en moins loyaux, le début de l'article, là, le chapeau. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas aussi des festivals qui sont en train de perdre leur loyauté envers celles et ceux qui les ont faits, qui les ont soutenus, ou qui continuent à les soutenir, même si maintenant, on va pas se mentir, c'est la masse qui fait que un festival va avoir des revenus, parce que la masse, elle consomme, forcément. Il y a les gens qui soutiennent, évidemment, mais par rapport à il y a quelques années où c'était des dons qu'on pouvait faire, maintenant, il y a des produits, des goodies, il y a des jeux, et plus ça va, plus les jeux, le passe-temps par exemple, mais il n'y a pas que le passe-temps comme boutique à l'alchimie, mais voilà, ça représente des sommes assez conséquentes. Le fait que plus ça attire du monde, plus les élus locaux, etc., commencent à s'y intéresser, voire débloquent des fonds ou trouvent des solutions parce que ça fait venir des gens, et donc du tourisme, etc. Donc, il y a tout ça à penser. Moi, je sais pas si c'est bien ou pas. J'allais dire ce qui m'inquiète, mais c'est pas forcément une inquiétude. Mais je me demande si on va pas faire un rollback sur les festivals, c'est-à-dire revenir à un peu ce qu'on retrouve dans plein de choses, à une segmentation des festivals. C'est-à-dire, il y aura l'alchimie des jeux, par exemple, où là, c'est pour tout le monde, c'est la famille, c'est tout ça. Et à côté, il y aura le spécial jeu de gestion. Comme il y a déjà le spécial jeu de guerre, le spécial jeu de figurines. Est-ce qu'on va redevenir, j'ai envie de dire, une niche
ce qu'on a peut-être en fait toujours été, hein, dans le jeu de société, quoi. Y a Greg qui nous dit: un pote revient du Hellfest et me dit la même. Plus vraiment métal, mais très rock. Pour le jazz, pareil. Des sociétés de prod qui gèrent les tournées avec les labels. C'est marrant, la truc entre jazz et jeu de gestion, la maîtrise tout en improvisant, comme les cubes en bois. Oui, oui. Mais oui, oui. Et Tonton nous parle, oui, de Froideval qui a quitté, qui est décédé il y a une dizaine de jours. Ouais. Et donc, ouais, la question de comment on... Est-ce qu'il faut faire ça, en fait? Est-ce qu'il faut que, une fois de plus, une poignée de passionnés et d'associations se remettent en route pour, en fait, se redonner de l'espace pour passer du temps à jouer? Par exemple, à Toulouse, on a plusieurs associations. Il faut dire qu'à Toulouse, on a, voilà, je sais plus, 16 ou 17 ludothèques. On a 7, ouais, maintenant on est à 7 bars à jeux et café-jeux. Je mets les deux puisqu'il y a les deux systèmes. On est à 8 ou 9 boutiques, peut-être 11, je ne sais plus exactement, boutiques de jeux de société, et qui, voilà, qui sont pas... dont quelques-unes sont dans les tops, voilà, dans les tops top France. On a des éditeurs, etc., etc. Donc, on est aussi, nous, dans un microcosme à Toulouse un peu particulier. Mais toujours est-il que, moi, je me dis, est-ce qu'il y a de la place pour créer d'autres festivals à côté? Est-ce que vraiment, tu as envie de... Un peu comme quand il y a Cannes, Festival du film de Cannes. À Cannes, il y a quand même la sélection principale, et puis on a créé des sélections à côté, quoi. Est-ce que ça voudrait dire que pendant ces moments-là, il faut créer un off, un contre-festival? Et j'en venais, oui, à dire qu'il y a pas mal d'associations, et notamment, il y a une association qui s'appelle Joker, et qui... alors les associations, hein, les gens vont de l'une à l'autre, etc. Et il y a Joker qui organise une fois par an, en novembre, si je dis pas de bêtises, les 3 jours ou 4 jours non-stop de jeux. D'ailleurs, à l'époque, pour celles et ceux qui étaient sur l'UDEMA, on avait fait notamment un week-end 48 heures de jeu non-stop. Voilà. Ne refaites pas ça chez vous. Nous étions entourés par des professionnels de la santé. Et donc, en fait, dans cet endroit-là, bah, comme il n'y a pas non plus, c'est pas blindé de monde, il y a beaucoup, on va dire, on retrouve, il y a quelques familles qui viennent, mais c'est surtout des passionnés. En fait, il y a toutes les sortes de jeux qui sortent, ça c'est bien, il y a vraiment de tout sur les tables, mais il y a aussi surtout du gros jeu, quoi. Et on retrouve ce temps où on peut jouer, ben voilà, enchaîner plusieurs gros jeux d'affilée, etc. Et est-ce qu'il faut revenir à une taille plus humaine? Comment on peut gérer ça? Et c'était toute ma question, d'arriver à, est-ce que nous, en tant que passionnés, en tant que pratiquants du loisir, on doit aussi accepter que soit ce soit que des produits, c'est-à-dire on nous fait essayer un jeu un tour ou 1 heure, et puis après on laisse notre place, c'est limité pour faire un maximum, enfin comme si on était à Disney. Est-ce qu'il faut mettre en place des tickets pour réserver sa table, et puis une fois que tout le monde a réservé sa table, ben, il ne reste plus que le sum pour les autres? Mais est-ce qu'il faut accepter ça aussi? De se dire, bon, il n'y en aura pas pour tout le monde, et c'est OK, en réalité. Enfin voilà, je me pose toutes ces questions parce que si on se les pose pas, et peut-être il y a que moi qui se les pose d'ailleurs, on risque d'arriver à un moment où finalement la pratique même de certains jeux va disparaître en réalité. Et c'est pas juste une question de marché, c'est-à-dire que des éditeurs n'arrivent plus à faire de gros jeux ou d'auteurs ne veulent plus en faire parce que
il n'y a pas de débouché financier, etc., c'est une chose. Mais la pratique, en fait, c'est en pratiquant le loisir, qu'on le fait perdurer, qu'on fait de la culture aussi autour. On parlait de culture ludique. S'asseoir à une table sur un jeu auquel on ne penserait pas s'amuser et s'y amuser quand même, ça fait aussi partie de ça. C'est pas parce qu'il y a plein de cubes en bois ou des pions ou des jetons que ça doit empêcher aussi d'autres personnes de pouvoir s'y asseoir et de faire croire que le jeu de société, la vision qu'on en donne, c'est que du petit jeu rapide et rigolo. Alors que oui, il y a des jeux rapides et rigolos, des petits jeux rapides et rigolos, et heureusement, c'est cool. Tout le monde aime ça et tant mieux. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que cette vision-là du loisir. Alors certes, les festivals ont réussi aussi à proposer plein d'autres choses. Il y a des espaces petite enfance, il y a du jeu en bois, ils ont réussi à s'ouvrir, il y a du jeu de rôle par exemple, alors, je pense à l'alchimie, mais il y a du jeu de rôle, du jeu de cartes à collectionner, etc., etc. Donc il y a aussi des tournois, donc il y a du compétitif, il y a des jeux d'extérieur, etc. Donc il y a encore de l'espace pour toutes ces choses-là, mais par exemple, à ma connaissance, les jeux de rôle, c'est pas on te fait jouer une demi-heure puis tu t'en vas. En général, tu as un espace qui est prévu, ils ont prévu pour que ça puisse se jouer ils ont un peu adapté pour que ça puisse se jouer à ça. Mais voilà quoi. Donc, voilà, une de mes takes, c'était ça. De se dire, est-ce que il faut qu'on accepte le fait que ça va devenir de plus en plus payant un peu partout et donc il n'y aurait que ceux qui ont les moyens d'aller en festival y jouer, mais donc dans ce cas-là vont se retrouver avec que des petits jeux. Certes c'est sympa, mais finalement est-ce que c'est pas payer l'entrée pour finalement se retrouver un peu bridé dans son plaisir, je suis pas sûr, et ça risque de faire perdre, de démotiver celles et ceux qui étaient les moteurs de la chose. N'hésitez pas après à me dire en commentaire si vous pensez que effectivement certains festivals devraient se rappeler, devraient avoir plus de loyauté envers celles et ceux qui ont fait le monde du jeu. Je parle des joueurs et des passionnés, évidemment. Je ne parle pas des professionnels, qui eux aussi ont façonné le monde du jeu. Mais on voit bien que de la manière dont ils l'ont façonné, certes, ils ont réussi à le rendre grand public, mais ils ont réussi aussi à en faire un simple objet commercial avec, finalement, plus de côté négatif que de côté positif, j'ai l'impression. En tout cas, on en est là maintenant. J'ai l'impression que on voit un appauvrissement des propositions ludiques en termes de différentes propositions. On a quand même un lissage, aussi bien au niveau des licences qu'au niveau des propositions mécaniques ou, on va dire, il n'y a pas si longtemps, et si on reprend juste avant Covid, on avait des vraies propositions totalement différentes, adaptées à tout le monde. C'est-à-dire qu'il y avait du petit jeu efficace quand il y a eu du The Game, des choses comme ça. On avait en même temps Time Stories, on avait en même temps... les propositions, le panel de choses qui étaient proposées était quand même sacrément plus... comment dire, plus stimulant, aussi bien en termes de découverte, d'expérience, bonne ou mauvaise. Hein. Même les mauvaises expériences peuvent apporter des bonnes solutions pour des créateurs, pour des créatrices, peuvent orienter les passionnés aussi vers un style, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, etc. Salut Jean-Loup. Donc voilà, j'ai l'impression que, alors certes, la majorité peut-être des passionnés ou de celles et ceux qui pratiquent le loisir, on va dire de manière occasionnelle, s'en foutent de tout ça et ce qu'ils veulent c'est juste consommer. Et donc finalement on leur sert ce qu'ils veulent avoir. Et je dis pas une fois de plus que c'est pas bien. C'est très bien puisque ça a du succès. Donc c'est très bien pour eux, ça apporte quelque chose. Mais malgré tout, voilà, à mon sens, il y a quelque chose à voir, à faire peut-être, à réfléchir, à demander, à poser comme question. Et notamment, je ne sais plus si je vous ai demandé de dire en commentaire ce que vous en pensez de tout ça, de cette partie-là sur les festivals et notamment sur le jazz.
est-ce que vous écoutez le jazz ou pas? Ou est-ce que vous en foutez quand vous aimez le jazz que finalement on ne le retrouve plus dans les festivals de jazz que de la pop et de la, comment on appelle ça, de la variété. Autre sujet toujours pour être dans les jeux de société, sont-ils trop à la mode? Là pour le coup, je disais que ça allait être un peu plus positif, je suis pas sûr d'avoir été très positif, je me rends pas compte. On va aller sur quelque chose d'un peu plus négatif, mais il faut faire un peu de prévention là-dessus, et puis c'est important aussi. Je vais vous parler d'un... Tout à l'heure, on a abordé le sujet du fait que, comme les jeux de cartes à collectionner, les jeux de plateau étaient aussi, notamment, soumis à ces fameuses arnaques, etc. On en a parlé. Il y a eu, vous avez dû passer, hein, les fausses arnaques, les fausses réductions à un moment, les faux comptes, comment ça s'appelle, Philibert. Puis après, on a eu maintenant, j'ai vu qu'il y a des fausses boutiques en ligne. En fait, Michael nous dit, je ne suis pas sûr qu'on puisse associer la qualité d'un jeu à son succès populaire. Non, je parlais pas de la qualité intrinsèque, mais du fait que comme c'est populaire, c'est que c'est bien aussi. Je dis pas qu'il faut pas que ce soit populaire, quoi. C'est toute l'équilibre à avoir entre le surtourisme et, on va dire, pouvoir découvrir le monde. Voilà, c'est pour trouver un compromis entre les deux et pas passer de l'un à l'autre. Mais oui, il y a des jeux populaires qui ne sont pas bons intrinsèquement, et inversement, des jeux très bons qui ne sont pas du tout populaires, et des jeux populaires qui sont très bons, etc. Oui, donc là, donc je disais, des arnaques, des fausses annonces, etc. Sur les réseaux sociaux qui sont passées. Maintenant, j'ai vu que c'était carrément... ça faisait croire que ça appartenait à une boutique très connue, à des boutiques très connues, mais en réalité, ça explicite le fait que ce n'est pas associé à la boutique très connue, alors que le visuel fait croire que, etc. Donc, on en avait déjà dit dans une vidéo précédente, mais faites attention les gens. Et là, il y a une nouvelle chose qui arrive, qui est en train de se démocratiser. C'est, vous le savez, on en a beaucoup parlé sur cette chaîne, et de manière positive, c'est le fait que le jeu de société commence à être de plus en plus étudié, donc ça c'est bien, que le jeu de société est utilisé de plus en plus dans l'éducation nationale, donc dans les écoles, etc. Il y a même le fameux cartable ludique qui a été proposé ces derniers temps, ce fameux projet qui permet pour un abonnement dans une classe de pouvoir avoir 3 ou 4 jeux, je ne sais plus, dans l'année, un par trimestre je crois, pour pouvoir notamment associer avec un dossier, une aide, une fiche pédagogique, pardon, pour pouvoir jouer en classe, mais aussi que les enfants puissent ramener les jeux à la maison, et une fiche aussi pédagogique pour les parents, pour justement pouvoir jouer aux jeux avec leurs enfants, etc. Donc il y a des initiatives comme ça, on l'a vu, on a reçu Marilyn sur cette chaîne, qui notamment enseignante et professeure des écoles, qui nous expliquait comment elle utilisait le jeu de société en classe, etc., à quelle fin, comment elle le mettait en place, qu'est-ce qu'elle y recherchait, etc. Donc il y a ça. On l'a vu aussi avec une psychologue, où on a parlé de ludothérapie et du fait que le jeu de société est utilisé aussi dans le milieu, alors pas en termes de soins, dans le sens, c'est pas un médicament, mais dans le sens où ça aide sur plein de sujets et sur plein de pathologies différentes. Évidemment, tous les jeux ne sont pas adaptés pour tout, donc il faut des jeux un peu orientés. D'ailleurs, Nico va vous faire très certainement, fera un petit top de jeux comme ça, on fera une vidéo exprès où il va sélectionner des jeux en sélectionnant les critères pour justement des praticiens qui chercheraient des jeux qu'on puisse, salut dans la boîte, qu'on puisse trouver dans le commerce, et pas des jeux vendus par certains éditeurs qui ne sont spécialisés là-dedans et qui ne vendent que quelques boîtes comme ci comme ça, et des jeux, je pense aux jeux que j'utilise moi et qui fait 160 euros hors taxe,
alors que c'est un simple jeu de loi avec quelques cartes. Donc bon, bref, on sent que, voilà, il y a des jeux pour 30 balles qui font aussi bien, voire même mieux, et qui proposent de libérer la parole, d'aider à la communication, à se recentrer sur ses émotions, etc. Donc voilà, Nico va préparer ça prochainement. Salut dans la boîte. Ah, bah il fait très chaud par chez nous. Très très chaud. Un peu comme partout en Europe, j'ai l'impression. Et je vois qu'en Espagne, c'est terrible pour eux aussi. Donc on a vu ça, et on a vu aussi les fameuses, ce qu'on va appeler maintenant le serious game, le serious gaming qui s'est développé, et une fois de plus dedans, alors là, il y a déjà à boire et à manger, c'est-à-dire que il y a déjà, comment dire, des vrais coachs, des vrais formateurs qui savent utiliser le jeu de société comme un outil et en proposer quelque chose d'intéressant, que ce soit pour du développement personnel ou du team building, mais il y a aussi beaucoup de charlatanisme, et c'est là où j'en reviens, c'est que j'ai vu passer cette annonce, peut-être vous l'avez vu passer aussi, je vais vous la montrer, je vous l'ai récupérée, hop, alors cette annonce, ce ne sont pas des charlatans, je précise, parce que nous ne voulons pas de procès, évidemment, mais nous allons quand même étudier cette annonce, messieurs, dames, parce que, bah, vu que je ne me connecte jamais à Facebook, puisque j'ai pas les réseaux, et quand je me connecte, c'est que pour Punchboard et publié sur la communauté des ludistes, malgré tout, ça m'a été proposé, donc j'imagine que je suis pas le seul à avoir vu ce contenu sponsorisé. Je vais essayer de vous l'agrandir. Hop. Est-ce que on est là-dessus? Comme ça, vous avez le temps un peu de découvrir la chose, la bête. Bon, on va mettre un peu comme ça, hein, c'est un peu caca bouddha. Donc voilà, c'est ce genre d'annonce qui vous propose de devenir, en fait, d'avoir une certification pour devenir, alors c'est comment ils appellent ça, thérapie par le jeu, et aider les enfants à guérir, grandir et s'épanouir grâce au pouvoir du jeu depuis chez vous. Alors autant vous dire, hein, ne cliquez jamais là-dessus, les gens, parce que voilà, vous imaginez bien que les énergies du lancer de dés n'ont jamais guéri qui que ce soit, elles ont plutôt généré souffrance et colère chez ceux qui utilisent les dés. Mais, mais voilà, donc on en arrive là, et là, on touche quand même. Alors, je ne sais pas si ça existait avant. Peut-être que ça existait avant, et dans ce cas-là, je m'en excuserai si quelqu'un le savait. Mais moi, quand je vois que le jeu de société arrive jusque dans ces systèmes de vente automatisée, parce que ça, je ne sais pas à quel point ça a été écrit par quelqu'un ou si c'est juste une IA qui l'a créé. Tout le... Oui, comme dit dans la boîte, déception, désespoir, déprime, tout viendrait d'aider. Oui. Même décision, c'est eux qui l'apprennent. Mais voilà, donc faites attention à ça, ne vous laissez pas avoir par l'idée de se dire que en payant une formation sur Internet pour avoir un certificat, vous pourrez devenir thérapeute, c'est quoi, je sais même plus c'est quoi le titre. Ah voilà, praticien en thérapie par le jeu. Donc voilà, et surtout, quand on arrive là, c'est que vraiment, je pense que là, c'est trop à la mode. Parce que ces gens-là n'utilisent que les produits, les choses à la mode, pour justement faire leur marketing, etc. Ce que j'ai pris quelques notes quand même. Donc, cette plateforme, oui, au mieux passer le BAFA, ça sera mieux, effectivement.
Donc voilà, Certifié d'Excellence, c'est une plateforme en ligne. C'est de la certification dans les médecines alternatives, dans le coaching holistique, etc. Voilà, c'est évidemment, faut y aller très prudemment par rapport à ça. C'est enregistré aux États-Unis, c'est pas en France, donc ça faut faire gaffe parce qu'en réalité, quand vous allez sur le site, c'est que en anglais. Alors même si ça vous le donne en français, il n'y a rien qui le dit. C'est les fameux sites, vous savez, quand vous vous connectez, tout est en fonction du FOMO. Faut vite. Vous avez plus que 24 heures avant que la fin du monde, sinon vous n'aurez pas la réduction. Donc là, la réduction, vous la voyez pas, mais il me dit c'est 237,02 € et ça me le fait à 59 €. Alors là, c'est mieux que le déstockage des jeux de société. Hein. Bon, bref, vous avez compris. Et je trouve que c'est intéressant aussi de rappeler qu'en France, il n'y a pas de certification. Il n'y a pas de coach en thérapie par le jeu. Ça n'existe pas. Il n'y a que des thérapeutes certifiés. Et pour le coup, ce n'est pas des certificats. Ils ont fait un cursus, puisque la France encadre tout ça de manière un peu plus sérieuse. Donc, en France, c'est les psychothérapeutes. Donc, tu peux avoir un titre si tu as... je crois que c'est une loi depuis début des années 2000 ou 2010. Et il faut être inscrit sur le registre national après avoir obtenu une autorisation de l'Agence régionale de santé, quand même. Donc c'est réservé notamment aux médecins psychiatres, les médecins qui sont les seuls à pouvoir prescrire des médicaments, etc. Les psychologues, ceux qui ont au moins un Master 2 de psychologie clinique ou équivalent, plus qui ont fait des stages, etc. Il faut avoir aussi fait des formations en psychopathologie clinique, agréées par l'État, etc. Donc, en France, l'usage illégal du titre psychothérapeute est puni par la loi, donc c'est un délit qui est passible de poursuite. Par contre, psychopraticien, thérapeute c'est pas réglementé. Et c'est pour ça qu'ils jouent là-dessus. Thérapeute en jeu, spécialiste en jeu de société, etc. C'est pas réglementé. Donc là-dessus, n'importe qui peut se mettre des titres et tout. Je dis ça parce que comme nous, on a fait une vidéo sur le sujet du jeu de société dans le cadre des thérapies, donc ce qu'on appelle la ludothérapie, voilà, rappelez qu'il y a un encadrement et qu'il faut quand même se renseigner à ça et de ne pas se faire avoir parce que là, on est au début de quelque chose et tant que le jeu de société aura le vent en poupe, il va vraiment va falloir redoubler le plus en plus de vigilance, pas forcément auprès de passionnés ou d'habitués qui, je pense, ne tomberaient pas là-dedans, mais on est quand même dans un monde où on voit bien que il y a quand même beaucoup de fake news et de choses, des gens qui croient des choses, qui ont plus de croyances que de choses un peu... que leur croyance personnelle est supérieure à le consensus scientifique. Donc, rappeler ce qu'est le consensus scientifique, etc. Mais voilà. Je dis ça aussi, surtout parce que ce certificat d'excellence, là, il y a beaucoup de témoignages dessus qui rapportent notamment que des difficultés à obtenir des remboursements, malgré qu'il y ait une garantie satisfait remboursé, donc aussi des moyens de rendre les remboursements difficiles. Il y a un peu ce qu'on pourrait appeler de la vente un peu abusive. En tout cas, ça y ressemble. Je ne dis pas que ça en est, je prends les pincettes, mais ça y ressemble. Donc tout ce qui n'est l'inverse en fait de ce qui serait une formation sérieuse et encadrée. Et surtout, il faut savoir que tous ces titres-là, ce qu'on appelle du e-learning, donc de l'apprentissage en ligne, il y a, je crois,
si je dis pas de bêtises, c'est la Miviludes, donc ça fait partie du ministère de l'Intérieur, et c'est ceux qui luttent contre comment on appelle ça, les sectes et les mouvements sectaires. Ils recensent plus de 1800 structures de formation qui sont à risque dans le domaine de la santé non conventionnelle. Donc, c'est pas juste attention à votre argent, c'est aussi attention à votre santé mentale, etc. Et donc, le fait d'y être vous-même informé, ça peut aussi peut-être vous donner la petite étincelle pour, si vous avez quelqu'un de vos proches, dans vos amis, ou peut-être au boulot qui vous parlerait de ça, de se dire, puisque une des facettes du fait que le jeu de société est peut-être trop populaire ou trop, comment dire, est trop dans la hype, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se voient en reconversion professionnelle ou qui ont envie de travailler dans le jeu de société. Alors, on va mettre de côté les gens qui lancent des chaînes YouTube ou quoi, puisque, bon, à part avoir au mieux, tu as quelques boîtes, et au mieux, tu as un peu de reconnaissance dans le milieu, mais il y a très peu de gens qui ont, on va dire, refait qui ont une piscine actuellement dans leur jardin. La majorité des gens qui ont réussi sont déjà des gens qui avaient une structure à la base, une structure professionnelle, ou qui avaient un soutien des revenus professionnels pour permettre le développement de la chaîne pendant un certain temps. Mais les autres médias, voilà, c'est pas vraiment le cas. Mais il y a beaucoup de gens qui se lancent comme, j'ai vu ça, animateurs. Donc alors là, des animateurs, en veux-tu, en voilà. Il y a évidemment la vente à domicile, notamment Waka Waka, etc. Salut Yageux. Mais il y a aussi l'aide pour les entreprises. Enfin voilà, les ludothèques, comment on appelle ça, itinérantes. Et attention, dans tout ça, il y a des bonnes choses. Hein. Je ne suis pas en train de dire que là, c'est pas bien. Mais du fait que beaucoup de gens se voient à se dire, se découvrent cette nouvelle passion que le jeu de société, se disent c'est cool, comme c'est un secteur en plein essor, même si on a vu en début de live que c'était pas forcément le cas maintenant, il y a beaucoup de gens qui se lancent ou qui ont envie de se lancer, ben, il va forcément y avoir aussi dans ces gens-là des gens honnêtes, des gens un peu naïfs peut-être, qui pourraient se laisser tenter. Donc le fait de vous en informer, de vous mettre la puce à l'oreille là-dessus, ça peut vous dire « Ah, tu m'as parlé de ça, mais je vais quand même, laisse-moi vérifier ou fais attention parce que, voilà, que ce soit quelque chose de très sérieux, ne te laisse pas embringuer, etc. » Puisque on sait à quel point après, une fois qu'on est rentré dans ces systèmes-là, ça devient, à quel point ça devient compliqué. La Miviludes, notamment, parle de plus de 4000 psychothérapeutes autoproclamés. Donc, voilà. Donc, qui n'ont même pas de formation, qui n'ont rien. Donc, c'est pas parce que tout à coup, on se dit c'est cool, il y a quelqu'un qui va vous dire « Hey, t'aimes les jeux de société? Bah viens, je vais te soigner avec. » Attention. J'ai l'impression il n'y a pas si longtemps, c'était un peu comment on appelait ça? C'est pas les masseurs, mais les... Oh, je sais plus, c'est les gens qui te font comme de la kinésiologue, c'est pas ça? La kinésiologie. Là-dessus aussi, il y avait pas mal de dérives, etc. Où les gens, ils te faisaient revenir dans ton enfance ou dans le ventre de tes parents, je sais pas quoi. Bref. Bon. Les gens, attention. Et donc, c'était tout ça, quoi. Cette question de est-ce que c'est pas trop? Parce qu'on l'a voulu un petit peu que ce soit trop à la mode, le jeu de société. Parce que c'est pas trop à la mode quand on en arrive là. Est-ce qu'il faudrait pas justement faire ce travail de aussi je parle des médias au sens large, hein, pas que Punchboard, on n'est pas les seuls au monde, et heureusement, mais de prévention, d'expliquer ce que peut être le loisir, aussi de ne pas
même si c'est cool, même si c'est bien, et même si c'est une partie du loisir de dire que c'est de la consommation, de l'assumer, c'est pas pour être contre, c'est très bien aussi, mais de rappeler que ce n'est pas que ça. Et que c'est pas parce qu'on a choisi d'avoir cet angle-là qu'il y a que ça. Comme nous, on a choisi de parler de certains sujets, mais ce n'est pas que ça non plus. Et heureusement. Et de rappeler aussi, et j'en reviendrai après la suite, que la ludothérapie, en France, quand elle est pratiquée notamment auprès d'enfants, elle est pratiquée par des psychologues spécialisés ou des psychothérapeutes formés, des médecins, etc. C'est pas par des gens, enfin si c'est par des gens qui sont votre voisin ou quoi, non. Et à toute fin utile, mais au cas où on ne sait jamais, non, et je le répète et je l'affirme haut et fort, non, certains jeux de société ne font pas revenir l'être aimé. Ils le font partir, surtout s'il y a une humiliation autour de la table de jeu. Cela peut arriver, mais l'inverse ne s'est jamais vu encore. Bref, si ça vous est arrivé, racontez-nous, mais je n'y crois pas une seule seconde. Donc voilà, donc des festivals de plus en plus grands, faut-il réguler, de plus en plus d'arnaques, faut-il les dénoncer, ou en tout cas en parler, donner des éléments pour se prémunir, pour réfléchir. Pareil au niveau des jeux de cartes à collectionner. Est-ce qu'il ne serait pas temps de se pencher sur ce qu'on appelle un peu les dark patterns pour les sites internet? Est-ce qu'on doit attendre une fois de plus que ça vienne d'en haut pour dire « Ah, ce genre de comportement, on ne l'accepte pas » ou est-ce que nous-mêmes, on peut dire bah, « Nous, on ne souhaite pas que dans notre loisir, on pratique telle ou telle chose ». J'ai l'impression que tous ces sujets-là, qui me semblent importants, en fait, on attend que ça dérive, on attend le moment où on est face à des problématiques graves pour parfois s'en occuper, et uniquement quand ça vient toucher le porte-monnaie, mais que on ne fait pas en sorte de s'en occuper avant. Alors certes, il y a énormément de choses à s'occuper, et je dis pas que le jeu de société est central dans le monde, effectivement. C'est pas ça que je dis. Mais quand on s'occupe du jeu de société, du loisir, et donc vous aussi, qui écoutez et qui participez à tout ça, eh ben, est-ce qu'il n'y a pas ça aussi? Est-ce que ça en fait pas partie? Cela ne doit pas être l'intégralité, évidemment, mais je pense que si on veut garder la diversité ludique, si on veut garder aussi un loisir sain pour des corps sains, bah, il faut aussi en passer par des analyses, j'allais dire des analyses un peu comme des analyses sanguines, voilà, un peu comme quand on va chez le médecin. Bon bah là, on a pris la pipette aujourd'hui. Bon bah l'analyse c'est que les festivals arrivent à saturation, donc qu'est-ce qu'on propose? Est-ce que c'est peut-être une solution, je ne sais pas si c'est la bonne, hein, mais soit d'arriver à des festivals à taille un peu plus humaine, les étaler dans le temps, où proposer plusieurs dates, et où peut-être les séparer en plusieurs volumes, etc. Je ne sais pas, mais trouver des solutions pour éviter la frustration, pour éviter la perdition aussi de ces fameux gros jeux, et d'en faire que ce qu'on a dit. Peut-être aussi combattre un peu la standardisation qu'on voit de plus en plus, standardisation des animations, standardisation un peu dans les festivals. Jean-Loup dit des festivals sans les tables d'éditeurs, ça serait le rêve. Et en même temps, est-ce que c'est pas un peu bien qu'il y ait un peu des deux? C'est ça la question. Mais oui, en tout cas qu'il y ait des tables pour jouer. Moi, c'est toujours mon truc. Je suis toujours un peu étonné dans les festivals où il n'y a pas de table pour jouer. C'est pour ça que j'aime bien l'alchimie du jeu. Mais parce que c'est celui que je connais le mieux aussi. Et moi, j'aime ça, le fait qu'il y ait beaucoup de tables, qu'il y ait une énorme place pour la ludothèque, qu'on puisse prendre. Mais même ça,
ça pourrait être sujet à débat. Par exemple, il y a une énorme place pour la ludothèque. Est-ce que pour l'accessibilité, le grand public, le fait de pouvoir prendre un jeu et de devoir y faire face seul, heureusement, il y a énormément de bénévoles qui sont présents pour expliquer les jeux aux besoins, etc. Et même dans la partie ludothèque, tous les jeux en avant-première du festival sont aussi disponibles à la ludothèque. Ça, je trouve, c'est un super truc, parce que ça veut dire que si tu n'as pas accès à la table, tu peux aussi y avoir accès par la ludothèque, même s'il n'y a pas non plus 10 000 boîtes et tous les jeux. Euh, mais ça reste ça. J'espère qu'on va garder cet esprit-là, d'avoir aussi des espaces ludothèques. Il y a beaucoup de festivals où il n'y a quasiment pas de ludothèque, ou alors c'est vraiment une petite chose. Est-ce qu'il ne faut pas revenir aussi, pourquoi pas, à un système jour-nuit, c'est-à-dire une journée où effectivement ce sera beaucoup plus grand public, et donc là effectivement peut-être moins d'espace pour les gros jeux, moins d'espace pour ce genre de jeux qui prennent du temps, etc. Et donc plus d'espace pour les familles qui visitent, etc. Les familles à 3 heures du matin, elles sont plus là, elles sont rentrées avec les enfants. Faire du off la nuit en quelque sorte, où là, ben, tout l'espace pourrait devenir un peu sur les core gamers, un peu ceux qui se couchent pas très tôt, qui peuvent passer une petite nuit blanche à pousser le cube, etc., faire du jeu de gestion, faire des jeux plus longs, et donc les jeux tourneraient aussi. C'est tout bénef pour tout le monde. Et effectivement, pour moi, c'est une solution qui est la moins compliquée à mettre en œuvre, même si je dis pas que c'est génial pour tout le monde, ça a plein de contraintes, notamment des contraintes financières, parce que ça veut dire qu'il faut payer la sécurité, il faut que les bénévoles restent la nuit, etc. Mais je me souviens, il y a quelques années, on avait ça à l'Alchimie, avant qu'il y ait les attentats qui ont obligé à avoir de la sécurité, et donc qui ont fait monter les prix et empêché d'avoir des nuits entières, puisqu'avant ça restait... c'était fermé, mais c'était pas fermé, quoi. Il y avait ça au Bruxelles, pardon. À Bruxelles, au Festival de Bruxelles, où la nuit, en fait, il y a des assos, des bénévoles de l'asso qui tiennent la buvette, qui sont encore disponibles toute la nuit en nuit blanche et la ludothèque, et on peut jouer toute la nuit. Et quand j'y avais été il y a quelques années, on s'était régalé toute la nuit à jouer. Enfin voilà, je pense qu'il y a encore des marges de manœuvre pour garder cette diversité ludique, pour gérer cette influence massive aussi. Voilà, je pense qu'on a un peu fait le tour. Et après, évidemment, le reste du 3 à la mode, on connaît. Bonsoir, Steve. On connaît aussi, et le reste, ça concerne ce qu'on a déjà discuté sur la chaîne. Donc inutile de vraiment revenir dessus, mais la surproduction, même si on sait qu'il y a un tassement, on l'a dit pour les livres. Le marché du livre, ce que j'en parlais tout à l'heure, il y a un tassement au niveau du nombre de sorties de nouveautés. Donc je pense que le marché est en train de se rééquilibrer ou se réajuster, je pense, c'est le bon terme. Donc il y a évidemment ça. On a, je pense, peut-être le 3 à la mode, ça arrive aussi avec peut-être les dérives commerciales et le marketing à outrance. Je pense que ça aussi, c'est une vraie problématique qu'on n'aborde pas assez, qu'on questionne pas assez, même si, on l'a déjà dit, et pour un peu le côté un peu fielleux de la chose, mais il est vrai que parmi les passionnés, et même parmi les professionnels, souvent, le Monopoly, tout le monde en parle en se bouchant le nez, etc. Et pourtant, ce que les éditeurs aujourd'hui proposent, c'est des Monopoly en réalité. C'est-à-dire le même jeu disponible dans des centaines de versions différentes, quasiment. Pas des centaines, mais vous m'avez compris, quoi. C'est la version carte, la version dé, la version machin. Même si on l'a vu avec l'interview de Benoît Forger, que adapter un jeu, même pour enfants, il y avait du travail. Attention,
Je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail, c'est pas ça que je dis, mais cette surexploitation entre quelques-uns qui font un travail sérieux ou qui essayent de faire un travail sérieux, on a quand même une surexploitation, une multiplication des versions licences, des éditions spéciales, des collectors, etc. On est plus dans un système qui veut capitaliser sur une marque, sur un jeu, ce que fait le Monopoly, ce qu'a toujours fait le Monopoly, ce qui était vilipendé avant, est finalement devenu maintenant quasiment, je dis bien quasiment, c'est évidemment pas tout le monde, mais c'est un des moteurs principaux, si ce n'est le moteur principal de l'édition actuelle. Et ça, clairement, c'est parce que c'est à la mode. C'est-à-dire que tu achètes ta version, là je mets de côté une fois de plus les passionnés, mais tu achètes ta version Game of Thrones ou Star Trek de Catan, plus parce que t'aimes Game of Thrones ou Star Trek, que parce que t'aimes Catan, en réalité. On y voit plus même sur certaines adaptations, certaines propositions ludiques, on peut même y voir plutôt un appât du gain que ce qu'on disait tout à l'heure, qui était le fait d'avoir une pluralité culturelle, d'avoir quelque chose à proposer, une pluralité d'expériences ludiques, des propositions même. Parce que quand tu travailles, fatalement, quand tu travailles sur une version... quand tu es dans une frénésie de déclinaison, tu n'es plus dans une frénésie de création. Tu ne te confrontes plus à des problèmes ou à des envies de trouver de nouvelles choses. Tu ne fais que résoudre des contraintes liées à la licence. Parce qu'il faut que ça rentre dans tel univers, parce que si c'est Dark Vador, il faut que ce soit comme ça, donc il faut qu'on change ça, etc. On est... j'ai presque l'impression, une fois de plus, c'est pas tout le monde, mais on est presque dans une... Il y a pas si longtemps, enfin l'année dernière, on parlait d'une delixification, d'une KSisation du jeu en boutique. C'est-à-dire des versions plus punchy, plus touffues, plus grosses, plus machin. Puis est arrivé la concomitance entre le succès Skyjo, des petits jeux, la Flip 7 en ce moment, mais c'est le Uno, les Cracklists, les trucs comme ça. Donc la concomitance de ça et la concomitance des crises. Des crises dans le monde qui ont fait que, boum, l'entrechoc, montée des prix, inflation, etc., a fait que le marché a changé là-dessus. Et on est revenu à... Enfin, on est dans l'ère là de ce que j'appellerais maintenant la McDonaldisation du secteur du jeu. C'est l'exploitation intensive d'une recette qui marche, d'une recette, certes, avec un peu de saveur parfois, mais qu'on produit à la chaîne sans vraiment se soucier ni de la santé, donc ni du plaisir ludique des gens, parce que on va pas se mentir, quand tu sors une version Harry Potter, je sais pas, Catan, je disais quoi là, les Marvel de je sais pas quoi, mes fesses, est-ce que vraiment tu sors ça pour... Ou là, j'avais fait une critique sur Hot Room, là. Enfin, t'as quand même des jeux qui sortent. Enfin, je dis des jeux, parce que, voilà. Enfin, on n'est clairement pas en train de s'occuper de la santé des passionnés ou des joueurs et des joueuses. De leur proposer de la culture, de la vraie culture ludique, de leur donner du plaisir, de leur dire « revenez !» On est plutôt en train de dire, bon, c'est comme à McDo, aussi vite acheter, aussi vite consommer. Tu vas finalement très vite encore avoir faim, parce que ce qu'on t'a filé, ça t'a calé sur le moment, et puis tu vas vite revenir acheter un autre truc, et c'est un peu ça qu'on entretient, quoi.
C'est est-ce que justement c'est trop de hype, c'est pas bah, finalement ce qui faisait les qualités, la spécificité de notre loisir, de notre passion, parce qu'on n'en a pas finalement fait un produit formaté comme les autres. Répondez dans les commentaires, mettez un like, abonnez-vous. Jean-Loup nous dit, parce que le but des éditeurs, but final, c'est de faire du pognon. Ben, il y a des éditeurs pour qui ça n'a pas toujours été le cas ou ça n'est pas le cas. Dans le sens, c'est-à-dire faire de l'argent pour continuer, mais pas faire le plus d'argent possible. Pour moi, c'est deux distinctions qui sont à faire. C'est-à-dire, si mon jeu se vend suffisamment pour que j'en fasse un suivant, ça me convient. Et puis, il y en a pour qui la rentabilité, voilà, et autre chose. Et je pense que plus on va vers les grands groupes, etc. Mais ça marche surtout pour quand tu as eu un succès. On pense au Ludonote, par exemple, qui, grâce au succès notamment de Colt Express, ont pu ne pas sortir des centaines de jeux, ont pu se faire plaisir et essayer des choses. Alors, dans les jeux qu'ils ont proposés, ça n'a pas été des succès commerciaux, il y a eu beaucoup d'échecs, mais ça leur a permis d'essayer des choses, de faire des choses. Oui, oui, l'interview de Mark Ness dans la radio des jeux donne pas mal de clés de compréhension, et de toute façon, il a toujours eu c'est lui qui a façonné ce monde-là, de toute façon. Et il en est en tout cas l'instigateur, etc. Oui, l'interview a 3-4 ans, un truc comme ça. Mais oui, oui, bien sûr. Ce qu'on disait au tout début, Asmodée, voilà, fait partie de ceux qui ont mis ça en place. Mais c'est pas parce que c'est mis en place qu'on doit l'accepter, qu'on doit le continuer. Et pareil, le fait que le jeu soit à la mode, eh ben on en arrive aussi à ce qu'on voit un peu partout. Comme il faut continuer à être dans la hype, eh ben on le voit dans tous les secteurs économiques, le greenwashing. En gros, je mets le greenwashing dans, pas que pour le côté préoccupation écologique, mais pour le côté prendre une préoccupation de la société, l'intégrer dans la démarche marketing et commerciale pour faire croire que ce que je propose, ce que je vends, est dans prend en compte la société, quoi. Et ça aussi, pour moi, ça fait partie de ça, parce qu'en réalité, avant, c'était pas une revendication, même certains n'en parlaient pas. Quand ils prenaient des décisions qui étaient considérées comme des préoccupations écologiques ou quoi, c'était pas un argument marketing, quoi. Parfois même, voilà, on n'en parlait pas pour justement pas faire... Maintenant, c'est presque l'inverse, et si tu le dis pas... Bon, une fois de plus, c'est quand même sont quand même très peu des sujets pas autant abordés qu'il faudrait par rapport aux éditeurs, etc. C'est vrai que parfois on n'a pas le temps non plus de tout aborder, mais j'aimerais bien y revenir aussi. Et puis voilà, je pense qu'on arrive au bout, parce qu'on a déjà parlé voilà, de la standardisation des mécaniques ludiques. Ça, bon, on est en plein dedans, hein, là. On a vu le côté arriver avec la fameuse vague. Je pense qu'une des premières grosses vagues, on va dire, perceptibles par le marché, par le monde des joueurs et des joueuses, ça a été les fameux jeux à cocher qui d'un coup se sont déversés partout. Là aujourd'hui, on a des déversements en veux-tu en voilà, les pseudo jeux d'enquête et d'escape game, comment on appelle, les jeux de pli. Là c'est quoi déjà, on a eu les jeux à combo, les jeux de pli. On a vraiment, on est dans ce qui se fait de pire, quoi. Yageux nous dit c'est inéluctable,
comme dans d'autres secteurs qui sont dans une maturité du système économique, où tu trouves des mastodontes de la consommation et de la surconsommation. Mais ce qui devrait rassurer les amoureux du jeu, c'est qu'il y aura toujours des artisans du jeu. Oui, encore faut-il qu'ils aient de l'espace pour exister ou pour qu'on puisse y avoir accès. Comme on disait, dans les festivals, s'ils n'ont plus d'espace, ces artisans, si le prix d'entrée est difficile, mais oui, il y aura toujours, de toute façon, en tout cas, il y aura toujours des gens qui essaieront des choses, tout ce qui, j'allais dire, en fonction de, voilà, ce que dit Michael, quoi. Il y a un risque d'écrasement de ces artisans. Voilà, en fonction de ce que le marché, la concentration du marché leur laisse faire aussi. Là, on le voit, par exemple, que le fait qu'il y ait une frilosité de la part de beaucoup d'éditeurs en fonction des jeux qui sortent, cette frilosité, elle se répercute aussi au niveau des auteurs, autrices, entre ce qu'ils proposent en termes de création. Est-ce que tu as envie de perdre du temps sur un projet, sur une idée, même si elle te tient à cœur, dont tu sais que pour convaincre, ça va te demander beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, et que au final, si tu arrives avec toute cette énergie à trouver une sortie, que cette sortie, elle te permettra peut-être même pas de rembourser ou de tenir un mois ou deux. Alors que tu sais que si tu sors ce jeu, ce petit jeu de cartes, très peu de matériel, quand bien même il n'est pas foufou, mais il fonctionne, comme disent les spécialistes ludiques, et du coup, et tu sais qu'il y a plus de chances qu'il soit pris par un éditeur parce que il va pouvoir le développer et le sortir en 6 mois, au lieu d'y passer 2 ans. En fait, c'est la machine à laver, quoi. Ça tourne, et à la fin, ceux qui sont délavés, c'est nous. Bref. Donc, d'un côté, est-ce qu'on veut que la hype des jeux de société s'arrête? Non. Clairement pas. Est-ce que pour autant, il ne faut pas qu'on se saisisse de certains problèmes? Oui. Je pense qu'il faut le faire. Et je pense aussi que c'est votre travail à vous, quand vous avez plusieurs médias, etc., de parfois un peu les pousser peut-être à réfléchir à ces sujets. Parce qu'ils ont aussi, voilà, ils sont pas plus bêtes que les autres, hein, ils ont des sujets, des points de vue. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on abordera dans d'autres vidéos prochainement. Ça fait partie des choses que j'ai vues. J'ai noté qu'il y avait en gros 2 mouvements chez les médias ludiques, 2 mouvements de pensée. Et je trouve ça très intéressant, parce que ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, mais ça veut dire que c'est 2 mouvements de pensée qui cohabitent, plus ou moins en bons termes, mais qui se rejoignent aussi dans ce que le monde du jeu propose. Ce qu'on a vu avec le manifeste, etc. Et on voit qu'il y a des concomitances. Et que selon que tu appartiens à tel ou tel mouvement de pensée, il y a des cohérences, il y a un parallèle qui se crée. Donc voilà, ce sera pareil dans des prochaines ludigressions. La soirée ne s'arrête pas là, mais cette vidéo s'arrêtera là pour ce que j'avais à en dire. Elle est plus courte parce que je suis tout seul, donc forcément, ça a été plus rapide. Mais voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Et si vous êtes encore sur Twitch ou YouTube, nous continuons la soirée, hein, le live ne s'arrête pas. La ludigression continue.